merci Pierre, bonjour à tous. Donc effectivement, je viens d'AgroParisTech, une école en agronomie où j'ai intégré un laboratoire de statistiques où les membres de ce laboratoire travaillent sur différentes applications, notamment au génome, mais également des applications à l'environnement. Alors c'est pas du tout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de mes premiers pas en statistique et dans la recherche en statistique, où j'ai plutôt travaillé sur des applications en pharmacologie. Et donc l'objectif de ma présentation, en fait, c'est de vous montrer quelques questions qui se posent dans ce domaine-là et que les biologistes viennent poser aux statisticiens pour essayer d'avoir des réponses grâce à des modèles et des outils statistiques appropriés. Donc je vous décrirai d'abord ces questions-là avant de parler un petit peu de modèles, mais je rentrerai pas dans le détail des équations. Je vous donnerai simplement quelques idées qu'il y a derrière les outils de modélisation classiques utilisés en pharmacologie, et à la fin de ma présentation, je listerai quelques questions classiques que se pose le statisticien, où il intervient dans le travail de développement, par exemple, d'un médicament ou autre. Donc voilà, alors j'ai choisi de vous parler de deux grandes questions que se posent les pharmacologues. La première, c'est celle de la pharmacocinétique. C'est en fait tout ce qui a trait à l'étude de l'évolution d'un médicament dans l'organisme de patients malades ou après leur absorption. D'accord, donc c'est tout un volet de la pharmacologie où la question c'est d'essayer de relier des données collectées sur des patients. Donc souvent c'est en fait des données de concentration dans le plasma sanguin de substances médicamenteuses, de relier ces observations-là à différentes caractéristiques des patients, mais aussi au mode d'absorption du médicament qui est utilisé en fait dans le domaine pour soigner les individus. Donc il y a des modèles qui décrivent des cinétiques de substances médicamenteuses administrées de façon topique, donc typiquement des crèmes contre des irritations de la peau, des médicaments qui sont administrés par voie intraveineuse, par inhalation, par injection ou simplement par prise orale, donc des prises de comprimés. D'accord. Et le deuxième grand volet des études de pharmacologie sur lesquelles j'ai travaillé, c'est tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle la pharmacodynamique. La pharmacodynamique, c'est le pan de la pharmacologie qui s'intéresse non pas à ce que devient le médicament dans l'organisme, mais à ce qu'il produit en fait sur l'organisme des patients. Donc c'est l'étude des réactions, des symptômes, en fait, de l'évolution des symptômes des individus au cours du temps, une fois qu'on leur a administré un médicament particulier. D'accord. Donc l'illustration que je vous donne ici, c'est un extrait de données donc qui viennent d'une industrie pharmaceutique, Pfizer, sur lesquelles j'ai travaillé pendant toute une partie de ma thèse. En fait, il s'agit ici de graphes qui représentent les évolutions au cours du temps de symptômes chez des patients épileptiques. Donc ce que vous avez sur chaque graphique, c'est un patient différent. Et ce qui est représenté en ordonnée, c'est le nombre de crises d'épilepsie et qui se produisent au cours du temps. Donc ce que vous avez en abscisse, c'est le temps exprimé en jours. Et en fait, ce qu'on m'a donné au début de ma thèse, c'est ces données-là pour à peu près 800 patients. Et c'était des données issues d'une étude où le principe, c'était d'observer d'abord les patients épileptiques pendant une phase qu'on appelle de screening. Donc en fait on les observe avec leur traitement de base, et puis là où vous voyez la limite entre le bleu et le rouge, c'est le moment où on leur administre une nouvelle substance, un nouveau médicament, et puis on fait exactement les mêmes recueils, on continue de compter en fait les nombres de crises d'épilepsie au cours du temps. Et en fait, l'objectif de l'essai, c'est de savoir, d'essayer de voir si le nouveau traitement a un impact positif sur l'évolution des symptômes des individus.
Alors vous pouvez voir que déjà à travers juste ce petit extrait de données que en fait derrière la modélisation il va y avoir une grande question à traiter et le statisticien va travailler là-dessus, c'est la variabilité des réactions entre les individus. Je reviendrai là-dessus après. On voit qu'on a des individus qui ont l'habitude de présenter peu de symptômes au cours du temps, d'autres qui, au contraire, ont tendance à présenter un grand nombre de crises d'épilepsie. Une fois qu'on leur attribue le nouveau traitement, pour certains, les symptômes n'évoluent pas, pour d'autres, les symptômes ont tendance à diminuer en fréquence. Pour d'autres, ils ont même l'air d'augmenter un petit peu. Et donc, le travail du statisticien, c'est de proposer un modèle pour essayer de comprendre le mécanisme qu'il y a derrière l'évolution de ce type de phénomène. Donc, pour que le statisticien puisse travailler, on va d'abord proposer des modèles mathématiques pour essayer de proposer une représentation à travers des équations mathématiques des mécanismes qu'il y a derrière ce type de données, que ce soit les cinétiques de médicaments au cours du temps ou bien les évolutions au cours du temps des symptômes des individus. Et donc, l'idée qu'il y a derrière l'écriture de ces modèles-là, ce sont ces questions-là. Proposer des équations qui vont permettre aux biologistes, c'est pas seulement aux mathématiciens, de comprendre les mécanismes sous-jacents à la génération en fait de ces données. Être capable en fait d'estimer des paramètres physiologiques d'intérêt à partir de ces modèles mathématiques. Donc ce que j'appelle des paramètres physiologiques d'intérêt, c'est par exemple des données comme la demi-vie ou la clairance des médicaments. Alors ce qu'on appelle la demi-vie d'un médicament, c'est le temps au bout duquel la concentration du médicament présente dans l'organisme est égale à la moitié de la concentration maximale atteinte. C'est le type en fait d'information que les pharmacologistes aiment bien être capables d'estimer parce que c'est une information qu'ils utilisent ensuite dans le processus de développement du médicament. C'est le genre de données qui intervient dans les décisions de est-ce qu'on met le médicament sur le marché, est-ce qu'il y a un intérêt supplémentaire par rapport aux médicaments qui existent déjà, ce genre de choses. Et ce que j'appelle clairance, en fait, c'est une donnée qui nous informe sur la façon dont un médicament s'élimine de l'organisme. Vous savez tous que quand vous prenez un médicament, vous l'absorbez, il fait effet en un certain temps, l'effet n'est pas toujours immédiat, ça dépend de la façon dont on prend le médicament, est-ce que c'est un comprimé ou est-ce que c'est une injection ou ce genre de choses, et il s'élimine et au bout d'un moment, le médicament ne fait plus effet, et la clairance mesure en fait justement l'élimination de la substance médicamenteuse de l'organisme. Les questions qui se posent aussi derrière la modélisation, c'est être capable de proposer des équations mathématiques, un modèle statistique pour être capable de prédire ce qui va se passer pour d'autres doses de médicaments, pour d'autres individus, etc. En fait, derrière ces études de pharmacologie, en fait, ce que j'entends, c'est plutôt des études type essai clinique, où on ne regarde pas l'ensemble des patients qui présentent une pathologie donnée, mais seulement un extrait pour différentes raisons, des raisons de coût, mais aussi des raisons éthiques. Et donc la question, c'est d'avoir des modèles et des outils statistiques suffisamment adaptés pour pouvoir prédire de façon relativement précise ce qui pourrait se passer pour d'autres individus, avec éventuellement d'autres doses du médicament que celles qui sont expérimentées pendant les essais. Et donc la dernière question, et c'est une des questions sur lesquelles je vais un peu revenir en termes de modélisation, qui se pose beaucoup en fait quand on regarde ces données d'études de pharmacologie, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les patients vont réagir différemment à un traitement donné. Notamment pour être capable de cibler les pathologies, les posologies d'un individu à l'autre. Alors en ce qui concerne la modélisation, je vais en parler quelques minutes ici. En fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est un peu la même chose que ce qu'Estelle vous expliquait avec ces modèles de croissance de plantes. C'est, bon, à part que là ici,
On a des modèles qui sont pas boîte noire, on est capable d'expliciter des équations mathématiques, etc. Mais c'est de proposer en fait une modélisation qui soit mécaniste, donc qui nous informe quelque part sur la façon dont le processus se produit dans la réalité. Donc quelque chose, des équations mathématiques qui vont refléter le processus, donc la façon dont le médicament, par exemple, se diffuse dans l'organisme ou la façon dont les symptômes évoluent au cours du temps. Donc j'ai choisi de vous montrer un exemple de démarche de modélisation mécaniste qui est très très utilisé en pharmacologie. C'est vraiment quelque chose qui est assez standard maintenant. C'est ce qu'on appelle une approche compartimentale. L'approche compartimentale, c'est de considérer que l'organisme d'un patient, c'est une succession de compartiments. Donc des compartiments qui communiquent entre eux et entre lesquels la substance médicamenteuse va se diffuser. D'accord. Alors les compartiments, c'est pas quelque chose forcément qui représente un élément concret de notre organisme. C'est pas forcément un organe. C'est simplement une représentation abstraite de l'organisme qui va nous permettre de comprendre un petit peu, de mimer au plus proche le phénomène qu'on cherche à décrire. D'accord. Donc là, je vous montre quelques exemples. Un modèle, enfin une approche de modélisation où on considère que le médicament va se diffuser dans l'organisme selon un système qui ne fait intervenir qu'un seul compartiment, dans lequel on administre le médicament, donc à une certaine dose, et qui va être absorbé par l'organisme avec une certaine constante d'absorption, une certaine vitesse d'absorption, et donc se diffuser dans un seul compartiment avant d'être éliminé de l'organisme. Donc vous voyez que les flux en fait du médicament, je les modélise ici à chaque fois à l'aide de flèches qui sont orientées et qui montrent un petit peu comment le médicament circule dans l'organisme. Et à côté de chacune de ces flèches, en fait, j'ai introduit quelques notations. K et KE, c'est simplement ce qu'on appelle les paramètres, et c'est des choses inconnues et qui sont ici deux paramètres d'intérêt quand on réfléchit sur la cinétique d'un médicament, qui sont sa vitesse d'absorption, donc la vitesse à laquelle il est absorbé par l'organisme, et sa vitesse d'élimination. Là, vous avez d'autres exemples un peu plus complexes qui font intervenir plus ou moins de compartiments, 2 compartiments, 3 compartiments. L'approche est exactement la même. On a des flux entre les différents compartiments de la représentation. On va chercher à estimer les vitesses de ces flux entre les compartiments, et ces vitesses-là vont nous informer sur le fonctionnement de la substance médicamenteuse pour le mode d'absorption donné. D'accord. Donc, ce qui est intéressant derrière cette approche mécaniste, c'est que cette représentation à travers des compartiments, elle se met assez facilement en équation. Et aussi elle fait intervenir ce que j'ai appelé des paramètres, donc ces paramètres qui sont inconnus, qu'on va chercher à estimer à partir de données de concentration obtenues sur simplement les patients qui ont intégré l'essai. Et qui en fait ont la particularité d'avoir vraiment un sens biologique bien précis que les professionnels, les pharmacologues savent interpréter. Alors, pour les données de pharmacodynamique, là, que je vous ai montré avec les nombres de crises d'épilepsie, l'approche, elle ressemble un peu à ça, sauf que les modèles sont un peu moins standards, c'est pas une succession de compartiments, mais l'approche qu'on a développée, elle consiste à considérer que le patient traverse un certain nombre d'étapes dans la maladie qui, en fait, sont associées à des intensités différentes vis-à-vis des symptômes, et la modélisation avec ces états qui ont quelque part du sens vis-à-vis de la maladie qu'on a considérée sont informatifs sur l'efficacité éventuelle du médicament. Donc pour en revenir à l'approche compartimentale, voilà, pour un modèle tout simple avec un seul compartiment, la mise en équation elle se fait assez facilement. Donc tout ça découle d'une mise en équation à travers des équations différentielles. Mais donc ce que je vous disais, qui est intéressant, c'est que ce qui relie les données de concentration aux phénomènes biologiques, c'est une équation qui fait intervenir ces paramètres K, KE, vitesse d'absorption et d'élimination qui sont
qui ont véritablement un sens et qui sont directement interprétables par les biologistes. Donc ce qui est noté D en fait dans cette équation, c'est simplement la donnée qu'on connaît du dosage du médicament qui est administré au patient. D'accord ? Donc les techniques d'inférence qui sont utilisées pour estimer ces paramètres-là, c'est un peu des extensions de ce que Estelle vous a montré là, à travers cette mise en équation toute simple. C'est une extension donc pas un peu plus complexe évidemment, mais l'idée qu'il y a derrière l'estimation, c'est évidemment à partir des données de concentration qu'on a recueillies sur les patients, qui sont en fait les données en bleu ici sur le graphique, trouver les valeurs des paramètres constants d'absorption, délimitations et volume du compartiment qui vont faire que le modèle, sa prédiction, donc qui n'est pas une droite ici, mais qui a ce genre d'allure, passe au plus près des données et fasse le moins d'erreurs possible par rapport aux observations qu'on a recueillies. Donc ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que quand on fait des essais cliniques, on ne recrute pas seulement un seul patient, on en a un certain nombre. Et l'idée, c'est d'analyser simultanément l'ensemble des données associées à ces différents patients et d'ajouter finalement au modèle mécaniste qu'on a proposé là tout à l'heure des informations sur ce qui caractérise ces différents patients et qui vont aider en fait les biologistes à comprendre pourquoi différents individus vont répondre à des vitesses différentes aux médicaments, certains même de façon positive et d'autres de façon négative. D'accord ? Donc voilà typiquement le genre de données qu'on pourrait avoir. Alors là, il ne s'agit pas tout à fait du même médicament que celui qui intervient dans les illustrations précédentes, mais ce que vous voyez ici, vous avez plusieurs points, plusieurs cinétiques qui sont associés en fait à des patients différents. J'en ai coloré certains, donc en bleu, en rouge, en vert, en jaune. Alors les observations de concentration sont pas nécessairement faites aux mêmes instants, et on voit aussi que il y a des patients qui vont absorber plus ou moins vite le médicament et l'éliminer plus ou moins facilement, et on va aussi avoir ce qu'on appelle des biodisponibilités en fait de la substance différentes d'un individu à l'autre. La biodisponibilité, c'est la fraction du médicament qui entre effectivement en circulation dans le sang et qui va se diffuser dans l'organisme et participer en fait à l'effet que ça peut avoir sur les symptômes. Donc l'enjeu qu'il y a derrière ça, c'est d'arriver à compléter donc les modèles mécanistes avec suffisamment d'informations pour pouvoir décrire ce qui fait que j'ai pas autant de courbes qui se superposent que de patients, mais des courbes des fois bien distinctes, et ajouter en fait au modèle mécaniste des informations qu'on appelle des covariables et d'autres choses, alors, des effets aléatoires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros expliquer cette variabilité par à la fois des caractéristiques qu'on a mesurées sur les patients, leur âge, leur poids, leur sexe. Donc ça, c'est des connaissances qu'on a sur les individus. En général, ces informations-là ne sont pas suffisantes pour expliquer les différences qui existent entre les individus. On est obligé de compléter le modèle pour pouvoir prendre en compte quand même la part des différences qui n'est pas expliquée par simplement ces petites caractéristiques-là qu'on est capable de mesurer sur les patients. Alors, quel est notre travail en fait derrière ça? Alors, notre travail à nous, statisticiens, c'est de proposer des modèles, hein, comme je vous l'ai montré là, mais c'est aussi développer des outils et des méthodes pour être capable de répondre à différentes questions qui font en fait écho aux questions concrètes que se posent les biologistes sur ce type de données-là. Donc, j'en liste quelques-unes ici, mais ça fait aussi écho à toutes les questions que se sont posées mes collègues à travers leur présentation avant la mienne. Alors la première qui se pose, c'est estimer les paramètres, quelle est la vitesse d'absorption moyenne dans une population de malades donnés du médicament en question. L'idée qu'il y a derrière cette question d'estimation, c'est évidemment de caractériser les cinétiques et d'avoir une idée du comportement moyen des individus, mais aussi une idée de la variabilité de leur réponse aux médicaments. Donc tout ça, ça fait appel souvent à des développements d'outils plus ou moins complexes pour arriver à faire cette estimation. Notre travail, c'est aussi de construire des algorithmes, des méthodes pour permettre cette estimation-là.
D'autres questions qui peuvent se poser, c'est donc déjà valider le modèle. Comment est-ce qu'on est capable d'évaluer que le modèle qu'on a proposé, avec l'estimation des paramètres qu'on a réussi à obtenir, elle est réellement adaptée aux données qu'on a devant nous? Est-ce que la question donc c'est de développer des outils pour évaluer l'adéquation en fait des réponses qu'on propose à la réalité. Et une autre question, c'est aussi de comparer les modèles entre eux. En fait, bien souvent, alors c'est souvent quand on s'intéresse à des substances médicamenteuses nouvelles, on ne sait pas toujours quelle est la représentation la plus adaptée en termes de, enfin, si on raisonne en termes de modélisation compartimentale, on ne sait pas toujours s'il vaut mieux considérer un compartiment ou 2 compartiments ou 3 compartiments. Et une de nos tâches à nous, c'est de proposer des critères pour arriver à dire aux biologistes la représentation qui reflète le mieux le mécanisme d'action du médicament, c'est plutôt 2 compartiments et non 1 et non 3. Donc c'est aider les biologistes en fait à comprendre comment ça fonctionne et nous on le formalise à travers un problème de comparaison de modèles. Une dernière question qui est aussi intéressante dans le cadre de l'organisation des essais cliniques, c'est aussi arriver à optimiser les protocoles expérimentaux. Optimiser les protocoles expérimentaux, c'est aider en fait les personnes qui organisent les essais cliniques à décider combien de patients on doit faire rentrer dans l'essai, décider à quels instants on va faire les mesures de concentration du médicament par prise de sang. L'idée étant que, en général, enfin surtout quand on touche à la santé, faire beaucoup d'expériences c'est assez coûteux et ça pose aussi des problèmes éthiques. Donc on veut en fait faire souvent le moins d'expériences possible, mais la question c'est d'arriver avec cette faible quantité d'informations à maximiser l'information qu'on peut obtenir sur le mécanisme. D'accord. Et donc le statisticien, il intervient aussi là-dessus et il est capable en fait de développer des critères pour conseiller en fait ces gens-là et organiser au mieux en fait les essais pour ils apportent la meilleure information possible pour évaluer correctement les effets des médicaments. Donc évidemment, c'est pas une liste exhaustive, d'accord. La statistique, elle intervient à plein d'autres endroits, mais voilà, je vous ai donné un éventail de ce qui se fait. Merci beaucoup.